Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Est-ce que la Réserve fédérale des États-Unis, par l'entremise de son président, Jérôme Powell, n'a pas donné un fort signal d'achat des marchés actions? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité Stéphane Déo, gérant chez Eleva. Mais avant d'engager la discussion avec Stéphane, petit rappel rituel mais indispensable. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a été salué par les marchés comme le début de la fête, et pour cause, puisque la Banque centrale américaine nous dit que l'économie américaine va bien et qu'elle va baisser ses taux d'intérêt. Donc, il n'y a rien qui puisse arrêter les marchés actions ? Alors, je pense que malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'économie américaine, effectivement, va bien, va même très bien. On avait parlé d'ailleurs dans une émission sur Synapse il y a quelques mois. Je pense que le consensus était beaucoup trop prudent à l'automne. Maintenant, c'est à peu près acté. Par contre, on a aussi des problèmes d'inflation. L'inflation baisse indubitablement, incontestablement. Mais les derniers chiffres sont un petit peu inquiétants. Donc effectivement, la Fed, en toute probabilité, va baisser les taux d'ici la fin de l'année. Mais je pense que le marché est peut-être allé un petit peu vite en besogne. Et je pense qu'il y a encore pas mal de doutes sur le chemin de baisse sur la deuxième moitié de l'année. Alors, on a un graphique qui apparaît. Là, ce sont les attentes du marché en matière de baisse de taux de la part de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc on voit en effet que les anticipations ont sensiblement évolué, puisque il y a quelques mois, on avait 7 baisses de taux qui étaient envisagées, et puis là, on s'attend à 3 baisses de taux de 0,25, grosso modo. C'est exactement ça. Si vous vous souvenez, début novembre, il y a eu un discours très, on appelle ça dovish, c'est-à-dire très accommodant de la colombe. Colombe en bon français. Très accommodant de la Fed, et donc les marchés se sont dit, bon, ben, ils vont baisser les taux énormément. Et donc, au 1er janvier de cette année, le marché disait, je suis sûr qu'ils vont baisser 6 ou 7 fois. Bon. 3 mois plus tard, le marché nous dit, je suis sûr qu'ils vont baisser 3 fois. Donc, vous voyez, il y a eu un énorme changement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, on s'est aperçu, que l'économie américaine était beaucoup plus résiliente et beaucoup plus forte qu'attendue, et deux, comme je le disais précédemment, on a eu quand même quelques chiffres d'inflation qui n'étaient pas aussi bons qu'on l'attendait. Et donc, on a une Fed qui a rétropédalé en disant ne vous excitez pas, ça va venir, mais un peu plus tard. Et si vous regardez... Alors, juste une précision, nous sommes le 28 mars, jour où on enregistre cette vidéo. Je le précise parce que hier, le 27 mars, il y a un membre de la Fed qui s'appelle Wallace, qui a fait un discours en disant nous ne sommes pas pressés, nous avons besoin de plus de données avant de baisser les taux, etc. etc. Donc il a un petit peu, il y a une petite douche froide. Le froid. Voilà. 28 mars, c'est aussi important parce que c'est la veille d'un chiffre important. Demain, donc vendredi 29 mars, nous avons le PCI, qui est le déflateur du PIB, donc l'indice des prix du PIB, pour le mois de février. Je rappelle qu'en janvier, il y avait une hausse assez forte, 5,1% en rythme annualisé, c'est beaucoup trop pour la Fed. Le consensus attend pour demain 0,3% d'augmentation sur un mois. 0,3 sur un mois, c'est 3,6. Là aussi, c'est très très au-dessus de l'objectif de la Fed qui est, je le rappelle, de 2%. Donc on n'a pas le chiffre encore. Si le chiffre est très bas, on va se remettre à dire oui, effectivement, ils vont baisser les taux en juin. Mais il ne faudrait pas qu'on ait 2-3 chiffres élevés de suite parce que on va se retrouver à une fois de plus reporter les premières baisses de taux. Donc vous voyez, je pense que la situation est probablement beaucoup moins claire que ne veulent bien le dire certains sur les marchés. Petite interlude avant de reprendre l'interview pour vous rappeler que si vous souhaitez obtenir des analyses complètes sur des thématiques ou des secteurs et savoir quelles sont les opportunités d'investissement que nous avons dans le viseur avec les experts d'Alpha Value, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description.
Alors justement, il y a un graphique que vous nous avez apporté qui est assez intéressant, Stéphane, parce que bon, un chiffre ne fait pas une tendance, on le sait, il peut y avoir des variations assez sensibles, puis des corrections et des révisions d'ailleurs de ces mêmes chiffres dans les semaines qui suivent. Donc là, on n'a pas le chiffre publié le 29 mars, mais vous l'avez dit, il faudra le prendre en considération. Ceux qui nous regardent devront le prendre en considération. Cela dit, il y a un graphique donc, auquel je reviens et qui me semble assez intéressant parce qu'il regarde un petit peu le comportement de l'inflation sur différents mois. Oui. Alors, j'aimerais que vous nous le commentiez, c'est-à-dire qu'on va partir en fait de la droite de ce graphique, c'est-à-dire le dernier chiffre, et on va redescendre. Donc. Alors, ce que vous voyez sur ces barres, c'est l'inflation. Alors, dans notre jargon, on appelle ça l'inflation sous-jacente. Donc, on enlève certaines composantes très volatiles parce que ça donne une meilleure vision des tendances. L'inflation sous-jacente, le mois dernier, c'était 4,4%. C'est beaucoup plus que sur les 3 précédents mois. C'est-à-dire que le dernier mois était plus fort que le dernier trimestre. Si vous regardez le dernier trimestre, il était plus fort que les 6 derniers mois. Si vous regardez les 6 derniers mois, ils étaient plus forts que l'année totale. Donc, on est en train de réaccélérer. Très, très clairement. Et, alors bon, là, je vous ai fait un graphique, mais il y a d'autres indicateurs qui montrent ça. Le gros débat, c'est est-ce que c'est juste quelque chose de court terme, c'est-à-dire depuis la fin de l'année dernière, on a des prix qui remontent. Alors, c'est pas dramatique, hein, entendons-nous bien. Je ne parle pas d'inflation qui reviendra à 10% comme on a connu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les derniers chiffres, malheureusement, montrent qu'on a quelque chose qui réaccélère doucement. Alors, ça s'explique par différents éléments. Vous avez par exemple les prix immobiliers qui rebondissent parce qu'il y a une énorme pénurie d'immobilier aux États-Unis. Donc, paradoxalement, même avec des taux d'intérêt élevés, quand vous n'avez pas de vendeurs, les prix continuent de monter. Vous avez des salaires qui restent relativement dynamiques. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de la consommation. Mais si vous êtes une entreprise, ça veut dire que vos coûts de production augmentent, puisque les salaires augmentent. Vous cherchez à répercuter l'augmentation de ces coûts. Et vous pouvez, puisque les salaires augmentent, donc le consommateur peut payer plus cher. Donc vous avez un effet boule de neige. Et donc vous voyez, une fois de plus, je ne veux surtout pas peindre un tableau trop noir. Il n'est pas du tout question de revenir à 10% d'inflation ou autre. Mais les derniers chiffres ont plutôt tendance à nous dire que l'inflation va se stabiliser quelque part entre 3 et 4, je vous donne une fourchette large, plutôt que de reconverger gentiment vers l'objectif de 2% de la Fed. Et dans ce cas-là, vous avez une économie qui est très forte, donc vous n'avez pas vraiment besoin de baisser les taux. Et par contre, si vous baissez les taux, vous prenez un risque de remettre de l'huile sur le feu et que votre 3-4% d'inflation devienne du 4-5, voire plus. Et là, par contre, ça va devenir problématique. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur la partie purement activité du raisonnement, parce que on a reçu d'ailleurs sur Synapse certains de vos confrères qui, eux, voient des signes de détérioration du cycle aux États-Unis. Or, j'ai l'impression que vous nous dites, Stéphane, que non, en fait, l'économie américaine, elle est très résiliente. Et que donc, le scénario d'une inflation plus forte qui repousserait les baisses de taux gagne en crédibilité. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est un peu ça l'idée. Quand on s'est parlé la dernière fois, c'était en septembre-octobre, hein, les attentes de croissance du consensus étaient à 1% pour les États-Unis. On est à 2,1 maintenant. Donc on a doublé. Alors on a doublé, je triche un peu, parce que quand on passe de 1 à 2, c'est pas non plus énorme. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en termes de résilience de l'économie. Moi je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est une relance budgétaire qui est colossale. On a un déficit public qui est énorme. C'est-à-dire que l'État américain donne énormément... A ouvert les vannes. Hein. Oui, complètement. Donc ça booste l'économie. Et le deuxième point qui est très inhabituel, c'est que l'économie a très bien résisté aux hausses de taux. Alors oui, justement, je voulais qu'on y vienne parce que l'une des craintes de beaucoup, c'est que finalement, ces hausses de taux qui ont produit peu de dommages aujourd'hui, on ne constate pas avec une économie aussi vigoureuse, on peut se demander quel est l'effet de la hausse des taux. Ils disent, en fait, la hausse des taux a été si abrupte, si rapide, que l'économie n'a pas encore absorbé ces hausses de taux et n'a pas encore réagi. Et donc, il y aurait une sorte d'effet
retardée de ces hausses de taux. Donc ça, c'est un scénario auquel vous ne souscrivez pas vraiment. Pas du tout. Si vous regardez les hausses de taux, prenez le marché immobilier par exemple. Vous avez eu les hausses de taux de la Fed. Les hausses de taux sur les prêts immobiliers ont suivi immédiatement comme d'habitude. Les volumes de vente se sont effondrés comme d'habitude, donc il n'y a pas eu de retard du tout. L'économie a réagi comme d'habitude. Alors, pourquoi ça tient? Ça tient pour une raison qui est très simple. Sur les ménages, c'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, tous les emprunts, enfin, une grosse partie des emprunts immobiliers étaient à taux variable. Donc quand l'on fait de monter les taux, vous aviez un emprunt immobilier, ça vous coûtait beaucoup plus cher. Là, on n'a que des taux fixes. Pas que des taux fixes, mais plus de 95% de taux fixes. Oui, ça change complètement la donne. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un bon copain qui est à Miami, qui a un emprunt immobilier qu'il a fait il y a 3-4 ans, à 2,7%. Il a encore 25 ans, un quart de siècle, à 2,7%. La Fed peut faire ce qu'elle veut, il s'en fiche. Par contre, pendant le Covid, il a été payé, il n'a pas dépensé son argent parce que, comme vous et moi, on était enfermés. Et sur ses dépôts bancaires, il gagne du 5%. Parce que la Fed a monté les taux à 5%. Oui, qu'il a placé en money market funds. Exactement. Donc paradoxalement, plus la Fed monte les taux, ça ne change pas ses coûts financiers, mais ça lui rapporte plus d'argent. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire que quand la Fed monte les taux, c'est bien pour l'économie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains phénomènes qui se sont mis en place, qui sont inhabituels par rapport au cycle précédent, qui font que l'économie réagit beaucoup moins aux hausses de taux d'intérêt. Et on le voit si vous regardez les frais financiers des ménages divisés par leurs revenus. Donc c'est combien vous dépensez en frais financiers par rapport à ce que vous gagnez. C'est le graphique qu'on a à l'image, oui. Bon, on n'est pas loin des plus bas historiques, tout simplement. Oui, c'est assez spectaculaire, effectivement. Et surtout, il y a eu des hausses de taux de la Fed, mais ce ratio ne rebondit pas. Donc il y a bien quelque chose comme une inertie. Après, là aussi, je vous le disais, il ne faut pas être trop noir sur l'inflation, il ne faut pas non plus être trop rose sur la consommation. Vous avez les crédits bancaires, en particulier les cartes bancaires, où là, même chose, on a vu une réaction immédiate, c'est-à-dire les taux sur les cartes bancaires sont ajustés immédiatement, il n'y a pas eu de lag du tout, et du coup, le taux de défaut, qui était extrêmement bas, revient à la normale. Toujours avec le même effet retard habituel. Donc, entendons-nous bien, les hausses de taux de la Fed, c'est négatif pour la croissance, indubitablement. Mais beaucoup, beaucoup moins que ça ne l'a été il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Et donc, vous avez une économie qui, finalement, tient pas si mal que ça. Alors, on a vu le graphique, finalement, du rapport entre le service de la dette sur le revenu des ménages. Du côté des entreprises, c'est la même chose, finalement. Ouais, même tarif. En fait, c'est l'autre graphique. Les directeurs financiers des entreprises américaines ne sont pas idiots. Il y a 2-3 ans, quand les taux étaient extrêmement bas, ils ont emprunté à long terme. Ils ont beaucoup de cash sur leur bilan. Et donc, c'est comme mon copain de Miami, c'est finalement ce qu'ils payent sur leur dette bouge peu, parce qu'il y a une grosse partie qui est fixée. Et par contre, sur le cash qu'ils ont sur leur bilan, ils font du money market, et donc ils sont à 5%. Alors, évidemment, l'argument vaut, mais n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir repricer cette dette. C'est ce que j'allais vous dire. On parle du mur de la dette et du mur du refinancement. Oui. Donc, à un moment donné, effectivement, ça va commencer à avoir un impact. Mais regardez le graphique. Si vous regardez les frais financiers des entreprises, on a des données depuis 1945, 60 ans de données, 80 ans, pardon, on est au plus bas historique. Donc oui, ça va se normaliser petit à petit, parce que toute la dette ne va pas arriver à échéance du jour au lendemain, ça va se faire graduellement. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, vous allez repricer votre dette, mais entre-temps, vous avez eu 10% d'inflation, suivi de 4%. Donc le profit des entreprises a gagné 15-20% entre-temps. Donc vous augmentez vos frais financiers, mais avant ça, vous avez eu un saut sur les profits qui a été très important. Donc oui, ça va avoir un impact négatif, une fois de plus. Entendons-nous bien, je ne veux surtout pas vous dire que
les hausses de taux sont positives pour l'économie. Mais c'est très difficile pour moi de raconter un scénario anxiogène ou un scénario de crise grave avec cette situation-là. Est-ce que l'immobilier commercial américain, tout de même, ne vous préoccupe pas? Parce que là, on voit que c'est assez sanglant ce qui s'y passe. Si, complètement. Je pense que c'est une source de risque qui est importante. C'est un peu l'histoire habituelle. Les taux étaient extrêmement bas, donc je ne vais pas dire qu'on a fait tout et n'importe quoi, mais... On peut le dire, c'est un peu. Mais un peu, oui, quand même. Et donc, à un moment donné, quand les taux reviennent à des niveaux qui sont plus normaux, je suis désolé, mais on a 2%, 2,5% de croissance, 2,5% d'inflation, c'est à 5% de croissance nominale. En fait, on est même bien au-dessus depuis quelques trimestres. Avoir des taux à 4,2 sur le 10 ans américain, c'est pas aberrant du tout. Au contraire. Non. Donc, c'est plus ce qu'on a vécu les années précédentes. Qui constituait l'anomalie. Qui était, voilà, exactement une anomalie. Et donc oui, effectivement, sur certains secteurs, mais il n'y a pas que le commercial real estate. Vous avez la même chose dans le private equity, où il y a très clairement des entreprises qui ont été financées avec des taux qui étaient extrêmement bas. Alors quand les taux sont à zéro, vous êtes patient. Si je vous dis, mais je vais vous faire gagner des millions dans 2-3 ans, si vous financez à zéro, vous patientez. Quand les taux sont à 4 ou à 5, forcément, c'est une autre histoire. Donc il y aura des problèmes. La question pour moi, c'est est-ce que c'est un problème systémique comme les Lehman, comme le subprime? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour deux raisons. D'abord parce que la taille du marché est petite. Alors on avait dit la même chose avec les subprimes, donc c'est peut-être pas un argument embêtant. Mais la deuxième raison, c'est que ce problème de commercial real estate, on le voit émerger, et c'est pas un problème à la Lehman où tout explose en même temps. C'est plutôt un problème où vous avez un immeuble à New York qui se vend pas cher, et puis après vous avez une société qui fait faillite à San Francisco, et ça se fait petit à petit. Donc effectivement c'est négatif, ça pèse sur la croissance, ça va peser sur les résultats financiers, en particulier des banques régionales, mais c'est pas l'explosion où tout craque en même temps. En tout cas, pas pour l'instant, et je pense que c'est pas le scénario central. Est-ce que le marché du travail commence pas à frémir, mais pas de la bonne façon? C'est-à-dire, est-ce que finalement la légère remontée du taux de chômage, c'est pas un indicateur, pour une fois, un peu avancé de une détérioration à venir? Je pense qu'on était sur des conditions du marché du travail qui étaient totalement aberrantes, avec un marché du travail qui était extrêmement tendu. Pour vous donner un ordre de grandeur, on avait le quit rate, c'est-à-dire le nombre de personnes qui démissionnent pour aller à côté gagner plus d'argent, qui était à des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, c'est qu'il y a une énorme pénurie d'emplois. Vous avez une enquête aux États-Unis qui s'appelle le NFIB, c'est une enquête sur les petites entreprises, et on leur dit pourquoi vous ne produisez pas plus. Quel est votre problème principal? Alors évidemment, la réponse, c'est toujours, enfin quasiment toujours, la demande n'est pas assez forte, j'aimerais bien produire plus, mais j'arrive pas à vendre. Depuis un an ou deux, de manière très récurrente, c'est j'arrive pas à employer. Donc il y a un vrai sujet de pénurie de main-d'œuvre qui s'explique par le fait que certaines personnes sont sorties du marché de l'emploi, en particulier les seniors, pendant le Covid, ne reviennent pas, qui s'explique aussi par le fait que la consommation a changé pendant le Covid. Donc il y a certains secteurs qui se retrouvent avec beaucoup de croissance alors que les autres n'ont pas, donc il faut essayer de changer. Donc on était sur des niveaux qui étaient extrêmement tendus. Là, effectivement, ces tensions sont en train de se résorber petit à petit. Et donc il y a un grand débat chez les économistes, c'est on partait de très haut, on descend, si on prolonge le trait, effectivement on va en récession. Une autre façon de voir les choses, c'est que le très haut était complètement aberrant, on est revenu maintenant sur des niveaux qui sont normaux finalement. Et moi quand je regarde le marché de l'emploi, je rappelle quand même que les États-Unis, c'est 178 millions de salariés, c'est 3 millions de jobs créés l'année dernière. C'est monstrueux. Et malgré ça, le taux de chômage a progressé. Donc ça veut dire que pour être à l'équilibre, c'est pas 3 millions, c'est probablement 3 millions et demi ou 4 millions de jobs qu'il faut créer chaque année. Donc, honnêtement, vous avez des salaires qui sont positifs,
vous créez 3 millions de jobs. J'ai du mal à être pessimiste sur la consommation, hein, parce que vous distribuez du revenu de manière colossale. Donc moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui disent on avait des tensions qui étaient totalement anormales, on est revenu sur un niveau qui est un petit peu plus raisonnable, tant mieux, parce que là, ça va aider la fête par contre. Ça veut dire que les pressions salariales ne vont pas exploser, mais ça veut dire que l'économie devrait continuer à tenir. Donc oui pour le tassement de la croissance. Je rappelle quand même qu'on a eu 6 trimestres de suite de croissance au-dessus du potentiel. Donc ça va, c'est pas que ça va bien, ça va très très bien aux États-Unis. Que ça se tasse un petit peu et qu'on revienne sur du 2, 2,5 de croissance, ça ne m'étonnerait absolument pas. On en avait parlé, il me semble, la dernière fois que vous étiez venu, Stéphane, c'était l'apport finalement de la main-d'œuvre étrangère sur le marché du travail. Et j'aimerais bien qu'on refasse un petit peu un point dessus, parce que vous disiez finalement ça c'est une dynamique très très forte et c'est un soutien à la croissance. Donc on a le graphique, hein, donc là c'est la force de travail des étrangers aux États-Unis. Donc on est même sur des niveaux assez importants et on voit que ça a progressé très sensiblement, même par rapport à 2019, c'est-à-dire antérieurement à la crise sanitaire, et qu'on a largement dépassé ces niveaux pré-crise sanitaire. Donc là, on est à combien de millions d'étrangers on parle de la population active. Ouais, ouais. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on en avait parlé en septembre ou octobre quand j'étais venu. Jérôme Powell en a parlé en février en disant regardez, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Sur la dernière décennie, donc 2010-2020, vous aviez à peu près 400 000 étrangers par an qui trouvaient un job aux États-Unis. D'accord ? Donc ça augmentait la force de travail de 400 000 unités chaque année. Là, depuis 2 ans, on est sur un rythme d'1,5 million. Donc on a triplé, même un peu plus, le rythme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une main-d'œuvre qui arrive, qui est très importante. Donc ça veut dire que vous pouvez créer vos 3 millions d'emplois sans créer des tensions énormes. Et donc vous pouvez continuer à avoir un taux de croissance très fort, parce que vous avez, dans notre jargon d'économiste, on appelle ça un choc d'offres. L'offre, c'est vous et moi, c'est les gens avec 2 pieds de main qui arrivent sur le marché du travail. L'offre de travail progresse puisque vous avez tous ces étrangers qui arrivent. Et donc, vous pouvez continuer à créer plus de 3 millions de jobs par an sans générer de surchauffe, de pression salariale excessive. Et donc, c'est pérenne. Et alors, 3 millions par an avec 178 millions de salariés, c'est à peu près 1,6, 1,7. Je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais vous rajoutez 1% de productivité, vous avez 2,6, 2,7% de croissance tendancielle. Donc 3 millions de jobs, c'est 1,6, 1,7% de croissance additionnelle. De la masse salariale. Ouais. Donc avec le gain de productivité, ça nous amène pas loin des 3%. Finalement. Vous êtes sur un bon 2,5, oui. Facile. La question qui se pose, c'est celle de la capacité à absorber cette main-d'œuvre, parce qu'en effet, il y a un afflux de population, donc ça crée une dynamique, évidemment, mais il faut encore que la demande de travail soit forte. Bien sûr, mais ça fait boule de neige, parce que si vous créez 3 millions de jobs, ça fait 3 millions de salaires en plus, donc de consommateurs en plus. Si en plus vos salaires progressent plus vite que l'inflation, ça veut dire que tous ces gens-là consomment plus que l'année précédente. Donc vous avez de la demande. Donc vous devez créer des jobs. Et donc c'est quelque chose qui est en fait auto-entretenu. En tout cas pour l'instant. Donc là où le bas blesse, c'est qu'effectivement on a des signes de ralentissement sur certains secteurs, des créations d'emplois, etc. Mais je rappelle juste un petit détail. Vous avez encore plus d'offres d'emploi que de chômeurs aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous mettez au travail toute la population américaine, ça ne suffit pas. Donc, oui, ça va ralentir. Mais vous voyez, pour moi, c'est très très difficile, sauf si on a un choc exogène, bon, comme d'habitude, hein, mais sauf si on a un choc exogène violent, c'est très difficile pour moi de voir l'économie américaine ralentir dans des proportions très très fortes. Oui, pour vous, elle ne peut pas aller au tapis dans les conditions actuelles. Non.
sauf une fois de plus... Sauf choc exogène. Voilà. Mais ça, on ne peut pas les prévoir. Intéressons-nous peut-être un petit peu à l'industrie américaine, parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus florissant tout de même. L'indice des directeurs d'achat n'était pas à des niveaux très encourageants. Est-ce que vous voyez la situation se retourner un petit peu, plus favorablement ou pas? Alors ça a plutôt tendance à s'améliorer. Je voudrais juste faire un petit bémol, vous parliez des directeurs d'achat, donc c'est le PMI en fait. Le PMI a été très mauvais pour prévoir le PIB depuis 2-3 ans. Pour être honnête, on ne sait pas pourquoi. Moi j'ai essayé, j'ai mené ma petite enquête auprès de tous les spécialistes. On ne sait pas pourquoi, mais le signal qu'a donné le PMI, en Europe aussi d'ailleurs, était beaucoup trop pessimiste par rapport à ce qu'ont donné les chiffres. Donc il faut faire attention. Je sais que les marchés, chaque fois que le PMI sort, regardent ça avec une loupe et réagissent énormément. En fait, c'est un indicateur qui, pour l'instant, est d'une fiabilité... relative. Plus que relative. Enfin, si vous aviez suivi les PMI, vous auriez fait de belles âneries, pour le dire clairement. Ceci étant dit, ce que l'on commence à voir maintenant, c'est effectivement quelque chose comme un point d'inflexion, c'est-à-dire que le moral des entreprises a tendance à remonter. Je pense qu'il y a... Alors moi, j'ai une explication, qui est une belle explication, parce que je ne peux pas vous prouver que j'ai raison, vous ne pouvez pas vous prouver que j'ai tort, mais qui est une histoire de déstockage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été livrées en pièces détachées, en Dieu sait quoi, donc qui ont été obligées de couper leur production. Après le Covid, elles se sont dit, je me suis fait avoir, je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Donc elles ont reconstitué des stocks, mais pas au niveau pré-Covid, beaucoup plus haut. Donc on a eu une espèce d'appel d'air vers le haut énorme, parce que du coup, il fallait produire énormément. D'accord ? Puis on s'aperçoit que ces stocks sont très importants, trop importants. Donc petit à petit, on s'est dit, non, c'est idiot d'en garder autant, je vais baisser un petit peu parce que ça me coûte cher. Quand vous réajustez, vous n'avez plus besoin de produire, puisque vous voyez, si vous avez une demande, vous allez taper dans vos stocks. Donc de manière temporaire, votre production est un petit peu faible. Et si tout le monde fait ça en même temps, les PMI vont être mauvais. Ça ne veut pas dire que la production s'effondre, qu'on fait moins 10 sur la production, ça veut dire que tout le monde baisse un petit peu. Et donc je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Et on le voit aussi sur le commerce international. C'est-à-dire que si vous regardez le commerce international par rapport à la croissance économique, il y a eu une espèce de trou d'air vers le bas qui est un peu difficile à expliquer et qui est certainement lié à ça. C'est du déstockage. C'est finalement, vous ne commandez plus vos pièces détachées en Corée, en Thaïlande ou Dieu sait où, parce que vous n'en avez plus besoin et donc votre commerce international se tasse. Si c'est la bonne interprétation, et je pense qu'une chose qu'on fait bien chez Eleva, c'est marier la vue économique que je viens de vous raconter et la vue des entreprises, parce qu'on est une société de gestion action. Et beaucoup d'entreprises nous racontent exactement cette histoire-là, avec des mots un petit peu différents. Okay. Si le déstockage est fini, il faut se remettre au boulot et il faut se remettre à produire. Et donc, c'est ce qu'on voit dans les PMI. C'est-à-dire que les directeurs d'achat vous disaient, j'aime pas mes stocks, j'en ai beaucoup trop, il y a quelques mois, là, on est revenu à la normale. Ils vous disaient, mais mes carnets de commandes, ils ne sont pas géniaux, il y a quelques mois. Là, ça rebondit. C'est exactement ce qu'on veut voir. C'est plus de stock et des carnets de commandes qui rebondissent. Alors, vous avez bien compris pourquoi je suis allé sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça fait partie des réserves qu'on peut avoir à propos du cycle américain, de voir ces indices des directeurs d'achat qui sont plutôt en berne. Cela étant, il y a un graphique que j'aimerais qu'on affiche, et c'est un graphique qui est issu de votre recherche et de Bloomberg. C'est un graphique qui met en relation l'indice des directeurs d'achat américains, du secteur manufacturier, avec les exportations coréennes. Et alors, pourquoi? Parce que pour vous, en fait, les exportations coréennes sont un indicateur avancé de cet indicateur soi-disant avancé
qu'est le PMI. Qu'est le PMI? Oui, alors l'histoire sous-jacente, c'est que si l'économie repart, vous avez besoin de pièces détachées, de fournitures, etc. La Corée est un des pourvoyeurs importants. Donc si les Coréens se mettent à exporter énormément, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'industrie. Alors pour l'anecdote, on a la même chose en Europe avec l'indicateur avant la confiance des entreprises en Belgique. Parce que la Belgique est un petit pays central, qui est une plaque tournante. Donc quand on voit le commerce rebondir en Belgique, c'est que tout d'un coup, les choses se remettent à bouger en Europe. C'est un peu la même idée. Et là, effectivement, on a... Alors ça marche, c'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, évidemment, il y a toujours des faux départs, etc. Mais ce que nous dit le chart, c'est que effectivement, ça valide cette idée que les choses sont plutôt en train de repartir. Et notre façon de le dire, c'est le responsable du PMI aux États-Unis, le mois dernier, qui a dit, parce que je vous ai raconté l'histoire, les carnets de commandes remontent, les stocks se sont tassés. Pour lui, on va repasser au-dessus de 50, c'est-à-dire le niveau... qui marque, qui est la ligne de démarcation entre la décroissance et la croissance de l'activité. Voilà, il a dit d'ici 2 mois, on devrait repasser au-dessus de 50. Alors, évidemment, c'est un indicateur avancé, donc on ne sait pas le prévoir. C'est pour ça que c'est un indicateur avancé. Mais d'après lui, on est sur une dynamique qui valide le graphique que vous avez sous les yeux, en fait. Alors, puisqu'on est parti de l'inflation, j'y reviens, parce que cette histoire de déstockage, elle a été déflationniste. Elle a contribué à la désinflation, on peut le dire. Oui. Le fait qu'on reparte dans un cycle de restockage, ou en tout cas où on a apuré les stocks, est-ce que ça milite pas justement pour une inflation qui pourrait être un peu plus forte que ce qu'attend le marché? Alors, pour être complètement honnête, j'espère sincèrement me tromper sur ça, mais on commence à voir tout un tas de scories. Les salaires sont moins dynamiques qu'ils ne l'ont été, c'est la discussion qu'on a eue, mais ils restent sur des niveaux qui sont incompatibles avec une inflation à 2%. On a une reprise effectivement de l'activité dans certains secteurs post-déstockage qui est plutôt à même à mettre la pression sur les prix. Je l'ai dit, les prix immobiliers progressent aussi. Donc ça veut dire que les loyers qui représentent un tiers de l'inflation aux États-Unis, commencent à progresser de nouveau. Donc il y a tout un tas de petits signes comme ça qui, pour être honnête, moi, me plaisent pas du tout. Et c'est pour ça que faire l'hypothèse que, oui, évidemment, la Fed va baisser ses taux en juin, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Je pense que ça reste une très forte probabilité, mais il va falloir attendre 2-3 chiffres d'inflation. Et c'est ce que je disais en introduction. Wallace, hier soir, vous a dit, non, moi je veux attendre un peu plus de preuves, je veux voir des chiffres qui baissent de manière plus récurrente avant de vraiment bouger. Donc si on a mars, avril, mai avec des chiffres d'inflation bas, oui, ils y vont en juin, mais c'est très très data dependent, c'est-à-dire ça dépend énormément des quelques chiffres qu'on aura à se mettre sous la dent d'ici cet été, je pense. Donc là, ce que vous identifiez en fait, Stéphane, c'est un risque potentiel de déception du marché. Sur les taux, oui, je pense. Oui, pas sur la croissance. La croissance... Non. Au début de l'année, on l'a dit, le marché disait non, mais c'est sûr, ils vont baisser 6 fois. Okay. Là, on dit non, mais c'est sûr, ils vont baisser 3 fois. Et c'est un peu la même situation. Je trouve que le marché des taux est allé vite en besogne. Il fait l'hypothèse qu'effectivement, l'inflation va reconverger gentiment vers 2%. C'est probable, c'est possible, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et surtout, les derniers chiffres ne racontent pas cette histoire. C'est ça le problème, c'est que les derniers chiffres, on vous dit non, ça remonte. Alors c'est 2-3 mois, donc ce n'est pas une vraie tendance. Mais est-ce que vous craignez un emballement sur les taux longs américains? Alors ça, c'est une de mes craintes. Imaginez que la Fed nous dise non, mais en fait, c'est pas juin, c'est juillet, la baisse des taux. Puis elle nous dit non, mais c'est pas juillet, c'est septembre, et puis etc., etc. Vous avez des taux courts qui sont
à 5%. Vous avez des taux à 10 ans qui sont à 4,2. J'arrondis, mais bon, ça c'est aberrant. Parce que, évidemment, si vous investissez à 10 ans, vous prenez plus de risques, donc normalement, votre taux il doit être plus élevé. Bon. Pourquoi est-ce que la courbe est inversée dans notre jargon, c'est-à-dire les taux courts sont plus élevés que les taux longs? Parce qu'on se dit, oui, mais j'investis à 5% maintenant, mais comme la Fed va baisser les taux bientôt, on va reconverger. Bon. On a eu exactement la même histoire en 2007. Une petite crise d'ailleurs. Donc en 2007, vous aviez des Fed Funds, donc les taux directeurs de la Fed à 5,25, et vous aviez le 10 ans américain qui était autour de 4,50. Donc ça ressemble furieusement à notre situation. Et le marché disait, ben non, mais ils vont baisser les taux bientôt. Puis un mois après, on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas baissé les taux. Donc on se disait, non, mais ils vont baisser les taux. Ça a duré quasiment tout 2007, et puis à un moment donné, le marché dit, ben non, la baisse de taux, on ne va pas la repousser indéfiniment. Mon 10 ans, il est beaucoup trop bas, et on a gagné 60 BP, c'est-à-dire 0,6%, en un gros mois. Oui, ce qui est considérable pour le marché obligataire. Est-ce qu'on peut avoir la même chose dans le scénario que je décris, qui, une fois de plus, c'est pas mon scénario central, mais où la Fed dit non, mais finalement, c'est pas juillet, c'est... Elle décale comme ça. Vous décalez. À un moment donné, le marché va jeter l'éponge et va remettre le 10 ans sur le niveau du taux court. Et 4,2 plus 0,6, vous voyez, vous n'êtes pas loin de 5%. Le marché action ne va pas aimer. Très, très clairement. Voilà. Donc, une fois de plus, je suis désolé d'insister lourdement, ce n'est pas mon scénario central, mais ce risque qu'on a vu se matérialiser en 2007, où les taux longs, tout d'un coup, rebondissent, parce que finalement, la baisse de taux, on la repousse, et puis elle n'arrive jamais. Pour moi, c'est un scénario qui est plausible, et ça se plaide, même si ce n'est pas un scénario central. Donc, il faut faire gaffe. En fait, la grande idée que je retire de tout ce que vous nous dites, Stéphane, c'est on ne peut pas aller aveuglément s'exposer au marché action aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être exposé, puisque la tendance est là, et que, bon, on a tout de même des signaux positifs, mais être très, très agressif, c'est peut-être pas le moment. Alors nous, on a été assez agressif, même, on peut dire assez agressif, à partir de septembre-octobre, parce que le consensus était très pessimiste. Oui, vous aviez dit qu'il fallait y aller. Là, je me souviens, vous aviez été très clair. Sauf que là, le consensus n'est plus pessimiste. Donc, le potentiel de surprise à la hausse pour le marché est assez limité. Donc, moi, mon scénario central, c'est, une fois de plus, l'économie américaine tient, ça ralentit peut-être un petit peu. Honnêtement, qu'il y ait 2% ou 2,5% de croissance, ça ne change pas vraiment la face du monde pour les marchés. Et donc les marchés continuent à monter à un rythme beaucoup plus modéré, mais continuent à monter. Le contre-argument, c'est effectivement à un problème, à un moment donné, ce n'est pas un problème de croissance, c'est un problème d'inflation qui est têtue, qui ne veut pas passer au-dessous de 3,5. Donc des taux d'intérêt qui remontent, et là vous pouvez avoir un accident. Alors, accident, entendons-nous bien, ce n'est pas 20% de correction. Mais on a des positionnements sur le marché qui maintenant sont très agressifs. On voit en particulier les CTA, vous savez, c'est des gestions automatisées qui prennent des positions en fonction de la tendance de marché. Les CTA qui gèrent des centaines de milliards sont extrêmement exposés aux actions. Dit autrement, s'ils bougent, ils bougeront pour réduire leur position. Donc on peut très bien avoir un mécanisme qui se met en place à un moment donné, et avoir une correction de 5 à 10%. Donc c'est un marché que j'aime pas trop, parce que nous on reste exposés, parce que le scénario central, c'est que ça continue à monter beaucoup moins vite que les mois derniers, parce que là c'est quand même allé très vite, mais on continue à monter doucement. Mais il faut faire attention, parce que je ne serais pas étonné qu'on ait une correction de 5 à 10% dans... Alors, évidemment, je ne sais pas la prévoir, je suis désolé, mais 5 à 10% de correction, ça arrive une fois tous les 3 mois, hein, quasiment en moyenne. Mais donc, ça sera une opportunité pour rentrer ? Pour moi, c'est une opportunité pour rentrer, oui. Parce qu'une fois de plus, les fondamentaux, j'ai vraiment du mal à me faire peur sur les fondamentaux économiques, qui restent bons. Si vous voulez une correction de moins 20, pour moi, la charge de la preuve, elle est sur les pessimistes. Il faut qu'il y ait un choc. Alors, ça peut être
la guerre en Ukraine, ça peut être un problème au Moyen-Orient, ça peut être... Comme d'habitude, on a un inventaire à l'après-vert de tout un tas de choses qui peuvent aller mal. Donc, il ne faut jamais dire jamais avec les marchés. Ouais. Mais la dynamique actuelle de l'économie américaine, c'est pas de générer un moins 20 sur les bourses. Très bien. Dernière question. On note bien la relative prudence, mais c'est un optimisme prudent ou une prudence optimiste, je ne sais pas comment dire. Mais en termes de stratégie, on se porte vers quel type de valeur? Est-ce qu'il y a tout de même des thématiques qu'il faut jouer davantage que d'autres? Alors moi, j'appelle ça un optimiste paranoïaque. C'est-à-dire que je reste sur le marché, mais je veux absolument éviter... L'optimisme paranoïaque, je note celle-là, elle est très bonne. Merci. Je veux absolument éviter le gadin, parce que si j'évite le gadin, je protège mes investisseurs, etc. Ce que nous, on est en train de faire, c'est sur le portefeuille international, c'est de commencer à alléger un petit peu les titres les plus risqués et à mettre ce qu'on appelle des compounders, c'est-à-dire des grosses entreprises qui ont une visibilité assez forte et qui continuent à croître. Mais juste, je suis désolé, je vais faire un peu du hors-sujet. On a beaucoup parlé des États-Unis. Je pense que sur l'Europe, l'histoire est différente parce que les valorisations sont encore très très basses. Là aussi, on commence vraiment à voir une économie qui, je ne vais pas dire rebondir parce que c'est probablement trop fort, mais on a eu 0 de croissance en gros sur la deuxième moitié de l'année dernière. Donc là, qui frémit positivement. Voilà, exactement. Donc les cycliques, je pense que le potentiel d'amélioration pour l'Europe est paradoxalement peut-être un petit peu plus élevé, simplement parce qu'on part de plus bas. Toutes les bonnes nouvelles sont, je caricature, mais toutes les bonnes nouvelles sont pricées aux États-Unis, en tout cas une grande partie. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est difficile de vraiment avoir beaucoup de bonnes nouvelles. En Europe, comme d'habitude, on est en retard. Et donc, la conclusion, c'est que là, on peut être peut-être un petit peu plus optimiste et un peu plus agressif sur l'Europe à l'heure actuelle. D'ailleurs, je renvoie à une des dernières émissions qu'on a faites et où on voyait que la hausse se diffusait en Europe, ce qui est un signe tout de même assez intéressant. Exactement, oui, tout à fait. Donc ça, c'est pas un signe normalement de fin de marché, c'est plutôt un signe de début d'embellie sur les marchés. Enfin, l'embellie, on a atteint des records, on va peut-être pas parler d'embellie, c'est pas le terme. Mais voilà, de diffusion de la hausse, et ça, c'est un signe positif pour le marché action. Bon, je vais essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit. Stéphane. Bonne chance. Je relève le défi. Alors, en fait, c'est assez clair. Vous nous dites, les marchés vont peut-être un petit peu vite en besogne en estimant que les baisses de taux sont acquises rapidement aux États-Unis. En l'occurrence, la croissance tient. On a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que le marché du travail est dynamique, les entreprises et les ménages bénéficient de conditions financières particulièrement accommodantes pour le moment. Encore une fois, les choses évolueront, on le sait bien, mais pour le moment, ça reste plutôt favorable selon vous. On voit aussi que le cycle industriel aux États-Unis, qui, d'après vous, a été affecté par le grand déstockage qui a suivi la grande période de stockage avec l'explosion de la demande de biens, notamment lors de la crise sanitaire, arrive à sa fin et que ça va permettre de repartir. Du coup, ça veut dire aussi que les tensions inflationnistes outre-Atlantique risquent de demeurer. En tout cas, elles risquent d'être supérieures à ce qu'anticipe le marché. Et la Fed, qui, par le biais d'un certain nombre de ses membres, dit on va prendre notre temps, pourrait bien effectivement prendre son temps et décaler en fait ces hausses de taux avant de constater, en effet, que l'inflation revient à un niveau qui la satisfasse. Ce décalage entre les perceptions du marché, la perception du marché et finalement le niveau réel d'inflation risque, selon vous, de créer matière à correction. On va le dire comme ça, ça ne veut pas dire que la correction va se matérialiser, mais le risque est là. Le risque est là. Et donc, il faut faire plutôt
attention, en tout cas, il faut avoir ce risque en tête, sachant que ce n'est pas un crack que vous envisagez, là, c'est juste une correction qu'il faudra mettre à profit. Et aller plutôt alors outre-Atlantique, sur des sociétés plutôt matures, avec des visibilités sur le chiffre d'affaires, sur l'activité, c'est ça, grosso modo. Tout à fait. Et prendre peut-être un peu moins de risques dans l'allocation. En Europe, vous le précisez bien, là, il y a peut-être davantage à faire, il y a peut-être une population plus large de valeurs à cibler, puisque la hausse est en train de se diffuser. Donc c'est, comme vous l'avez dit, je reprends votre formule qui était excellente, c'est un optimisme paranoïaque, parce qu'en bourse, on sait que le pire n'est jamais sûr, mais il faut s'y préparer. Et ça, c'est important. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt. Si vous nous suivez, c'est que comme nous, vous accordez de l'importance à la gestion de votre épargne et de votre patrimoine. La philosophie de Synapse est simple, comprendre pour agir. Cela se traduit par vous donner les moyens et les outils pour comprendre les grandes tendances que dessine la macroéconomie et ce que cela va impliquer en termes de performance sur les marchés. Notre catalogue de vidéos ne cesse de grandir et nous avons à cœur de vous proposer toujours plus de contenu pour que vous soyez agile dans vos investissements. Dans nos interviews, nous vous restituons la vision des experts conviés sur notre plateau, mais lors des lives ou dans nos contenus exclusifs, nous poussons le curseur un cran plus loin pour répondre au mieux à la problématique de tout investisseur. Faut-il acheter ou vendre et à quel moment le faire? Nous avons bâti avec les experts d'Alpha Value une sélection de 20 valeurs à détenir en portefeuille pour répondre à cette attente. Une fois par mois, lors d'un live d'1h30, cette sélection est commentée et analysée et nous vous proposons un focus sur l'un de ces titres. Cette liste est consultable à tout moment et nous vous notifions des évolutions qui pourraient survenir en dehors des lives par mail. Mais ce n'est pas tout. Synapse Live Plus, c'est aussi un second live d'1h30 aussi, dédié à une liste de surveillance de plus de 400 valeurs européennes qu'il est bon de garder dans le viseur. Ce live est une occasion rêvée pour tout investisseur de connaître le sentiment de marché et les recommandations d'achat ou de vente des experts conviés pendant ce direct sur cet ensemble de valeurs. En vous abonnant maintenant, vous profiterez également des replays des précédents lives, mais aussi d'analyses exclusives sur des secteurs ou des valeurs. Pour obtenir la liste de 20 valeurs à détenir en portefeuille selon les experts d'Alpha Value et des analyses exclusives, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sur le lien en description sous la vidéo.